Voilà, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans ce spécial Grand Plateau. Nous allons certainement aborder des questions liées aux réformes en matière des finances publiques. Nous allons parler des mobilisations des recettes en République démocratique du Congo, les budgets de la RDC. Est-ce que ça sera possible afin que nous atteignions les chiffres de 11 milliards de dollars? Nous allons essayer d'en parler avec M. Luison Kizungu. Bienvenue. Bonjour, monsieur. Voilà, Adolphe Lumbikila. Bienvenue. Bonjour. Voilà, vous êtes tous des experts. On va des experts au ministère des Finances. J'aimerais d'abord commencer par vous, M. Luison. Le ministre des Finances, lorsqu'il a pris ses fonctions, il voulait à tout prix qu'il y ait la mobilisation des recettes par les régies financières. Est-ce que la politique mise en place a été bel et bien respectée? Oui, merci beaucoup. Donc depuis un peu plus de 2 ans aujourd'hui que le ministre Nicolas Kazadi-Kadimanzouji est en fonction. Mais vous parlez comme lui, hein? Merci. Okay, allez-y, ok. Oui, est en fonction. Il a donc mis en place une série de batteries pour permettre une mobilisation accrue de recettes à travers une série des actions. Et cette série des actions, je serai complété donc par mon collègue, sont déjà en marche depuis plus d'1 année et les résultats sont plausibles à la date d'aujourd'hui. De manière particulière en ce qui concerne par exemple mon secteur, lesquels? Dans le secteur des jeux de loterie, des jeux de hasard ainsi que de concours de pronostics, le ministre Nicolas Kazadi a fait un état des lieux du secteur et est parvenu à mettre en exergue les faiblesses de notre législation. Et avec l'avis du gouvernement, il parvient aujourd'hui à édicter la réglementation susceptible de canaliser les recettes, susceptible de protéger les parieurs, susceptible de voir le trésor être renforcé par divers taxes, impôts ainsi que redevances. Et sur d'autres points, le collègue chargé des recettes va me compléter là-dessus. Voilà, vous allez compléter, mais la question est là, est posée. Nous avons un budget qui est là, les budgets de 11 milliards de dollars en recettes internes. Effectivement, est-ce que vous pensez que c'est exagéré? Est-ce que ça sera atteint compte tenu de toutes les réalités que connaît actuellement la République démocratique du Congo? Bon, le budget tel que voté par le Parlement, c'est un budget qui est réaliste et qui est ambitieux. Parce qu'il faut d'abord dire que le niveau de mobilisation des recettes reste faible. En 2020, nous étions à 8% par rapport au PIB et nous avançons pour nous approcher de l'indicateur au niveau africain qui est au moins qu'on arrive à 20%. Donc en fin 2022, nous avons atteint 15%. Et donc c'est normal, il y a encore des marges de progression. Un budget à la hauteur de 11 milliards de dollars américains. Donc 2022, c'était une année exceptionnelle. Pour l'année 2023, c'est tout à fait normal et c'est possible. On doit même aller au-delà dans des années à venir. Les pays grands, avec notre économie, nous pensons que nous pouvons encore évoluer dans la mobilisation des recettes. Donc, ce qui a été réalisé en 2000, si je vous donne la trajectoire, en 2020, les recettes réalisées en interne, c'était 3,7 milliards de dollars américains. En 2021, c'était 5,8 milliards de dollars américains. Et en 2022, c'était 9,2 milliards de dollars américains. Vous voyez la progression. Donc on a augmenté les recettes de 250%. C'est un budget réel. C'est un budget réel parce que de 250%. Et donc, c'est normal et c'est légitime que nous puissions progresser vers 11 milliards. Après, comme on l'a dit, il y a des actions à mettre en place. Le ministre des Finances, lorsqu'il arrive comme ministre, il a d'abord voulu mettre un cadre de travail. Parce que c'est vrai qu'il a un budget de l'État qui est voté, il a des chiffres, mais il faut un cadre de travail pour travailler. C'est ça l'essence des contrats de performance qu'il a signé en 2021. Il arrive en avril et il prend ses fonctions en avril et
au mois de juillet, il signe le contrat de performance. Avec les régies financières. Il en signe en 2022. Et il a encore signé pour cette année. C'est un cadre de travail qui permet en fait de canaliser toutes les actions. Donc, ça comprend d'abord l'objectif chiffré des recettes. En 2021, à part l'objectif chiffré des recettes, ça comptait les engagements de part et d'autre, la régie d'un côté et le ministre des Finances de l'autre côté. Après, ça a aussi des indicateurs de performance. Alors, en termes chiffrés, c'est là où tout commence. En 2021, le budget de l'État prévoyait un budget qui était à 4,6 milliards. Le ministre des Finances arrive et dit nous pouvons faire mieux. Il le met à 5,5 milliards. Et à la fin, on était à 5,8 milliards. Et c'est ça qui a donné en fait l'élan, même au niveau du Parlement, lorsque les recettes commençaient à augmenter, ils se sont rendus compte que c'était possible d'avancer. Et c'est ce rythme en fait qui continue et tout le monde a cette dynamique. Et donc c'était pour résumer, c'est un budget réaliste. Pour revenir par rapport au contrat de performance, il y a aussi des engagements. C'est-à-dire, d'un côté, les régies disent ce qu'ils doivent mettre, des actions à mettre en place pour augmenter les recettes. Et de l'autre côté, le ministre s'engage sur des activités qui doivent les accompagner à réaliser les recettes. Et un dernier élément, les indicateurs de performance, c'est-à-dire sur chaque ligne dans la gestion courante sur la recette, on veut voir les progressions réelles. Et c'est sur ça que nous travaillons avec les régies financières. Ça, c'est de manière générale. Oui, mais là, les budgets là, de 11 milliards, on a suivi sur des réseaux sociaux presque partout. Que c'était pas réaliste. Le vrai budget, c'est de 3,4. C'est en deçà de ces 11 milliards. Voilà, c'est pour comprendre que lorsqu'on le dit, soit on ne maîtrise pas les choses, soit de la mauvaise foi. Je vous dis déjà qu'en 2020... Je pense que vous avez suivi comme moi, sur des réseaux sociaux. Oui, j'avais suivi. Oui, donc, en 2020, le budget... Les réseaux sociaux ne sont pas une source d'information. Voilà. Ce sont des gens qui réfléchissent. Avec la haute technologie, la haute technologie, effectivement. Bon, ce ne sont pas des sources d'information. L'avantage de... ces messages des réseaux sociaux nous ont permis de comprendre que les gens spéculent sans maîtriser la réalité. Parce que, je viens de vous dire, sont des vérifiables, en 2020, les recettes internes mobilisées étaient à 3,7 milliards de dollars. Mais eux, ils disent qu'en 2023, nous n'allons mobiliser que 3,4 milliards. Donc on va descendre au niveau le plus bas. Alors qu'en 2022, en 2021, nous avons mobilisé 5,8 milliards. En 2022, nous avons mobilisé 9,2 milliards. Et notre économie est en croissance. Donc, de manière normale, on ne peut pas arriver à ces chiffres-là. Alors, nous, ce qui paraît un peu inquiétant dans l'opinion, la mobilisation des recettes doit être une affaire nationale. On aurait dû voir des réflexions. Voilà, nous devons aller. Je vais de vous dire que les niveaux de recettes par rapport au PIB, on est à 15%, alors qu'on doit atteindre 20%. On aurait dû voir des réflexions, venir, comment on peut aller, où sont des niches fiscales, où sont des niches fiscales sur lesquelles on va travailler, dans une série de réformes que le ministre des Finances est en train de mettre en place, des réflexions pour venir appuyer les réformes. Appuyer peut-être aussi certaines actions, mais tout ce qu'on a, par exemple, ces messages-là, ils disent juste on va réaliser que 3 milliards, ils s'arrêtent. Mais après, quelles sont ces propositions? Si ce qu'il dit est bien vrai, il faut qu'il donne des propositions. Par rapport à ces contrats de performance, est-ce que les missions qui ont été assignées à ces régies financières ont été atteintes? Ont été atteintes toutes les missions qui ont été assignées? On peut dire oui, en partie. Mais il faut comprendre, c'est une nouvelle culture que le ministre vient introduire dans des régies. Donc, il a des temps d'apprentissage. C'est ça qui est le plus important. Et chaque année, nous progressons avec les régies. Parce que, on peut dire l'objectif final en 2021, en 2022, en ce qui concerne les recettes, l'objectif a été atteint. Parce que les prévisions des recettes ont été dépassées. Maintenant, lorsque nous avons fait les évaluations, il y a eu
des activités qui n'ont pas été réalisées ou partiellement. Mais ça, ce qui compte, c'est l'explication. L'identifier pour ce qui n'a pas été réalisé ou partiellement, identifier le point de blocage et travailler avec l'année. En fait, les retours d'expérience, on tire les leçons et puis on exécute. Donc, c'est ça. C'est ça qui est le plus important. Et que cette dynamique-là soit comprise dans les régions. Nous, le ministre peut être content parce que chaque année... Est-ce que ça a été facile, hein, toutes ces réformes, la politique mise en place pour la mobilisation de toutes ces recettes? Est-ce que ça a été vraiment facile ici en RDC? Parce qu'on sait très bien, à chaque fois, lorsqu'il y a des réformes, ça crée toujours des remous, ça crée toujours des agitations par-ci, par-là. Je vais terminer par rapport, donc je disais, chaque année, autant les ministres des Finances signent des contrats avec les directeurs généraux des régies financières, autant les directeurs généraux des régies financières signent des actes d'engagement avec des directeurs. Donc on voit que ça commence à se décliner petit à petit. Et il a été recommandé, on a les directeurs aussi signent avec les chefs de service. Ça signifie que petit à petit, ça commence à aller dans la culture de gestion. Ce qui est tout à fait normal que dans un pays, dans un service, qu'il y ait des éléments, des bases sur lesquelles, une trajectoire sur laquelle tout le monde se dirige. Peut-être par rapport aux autres réformes, mon collègue. Oui, comme vous le savez, il y a toujours des pesanteurs lorsqu'il y a des réformes, lorsqu'il y a des idées nouvelles, lorsqu'il y a des esprits innovants qui entrent sur la scène. C'est pour cette raison que le ministre Nicolas appelle tout le monde à une mobilisation générale en vue de faire aboutir les réformes mises en place, d'en recueillir les résultats et de faire le bénéfice pour la République. Hein, c'est une recommandation au lieu de critiquer sans apporter des solutions de rechange. Alors qu'est-ce qui se passe avec l'intersyndicale des régies financières qui a donné 72 heures au ministre des Finances afin de rapporter son arrêté fixant les modalités pratiques des calculs et paiement de la prime contentieuse? La première question à se poser est de savoir est-ce que le ministre des Finances a pris un acte. Nous confirmons, oui, le ministre des Finances a pris un acte en date du 15 mai 2023. Cet acte réglementaire qu'il a pris rapporte un acte précédent pris par le ministre des Finances également, le 4 mai 2019. Le 4 mai 2019, il est pris un arrêté ministériel qui accorde aux agents et cadres d'une direction générale dans notre pays un certain nombre de primes, notamment ce qu'on a appelé la prime de contentieux minimum garanti, à la suite des négociations qui ont été faites sous la couverture, sous l'encadrement de la primature. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais on s'est rendu compte que de 2019 à la date d'aujourd'hui, cet arrêté n'a pas été appliqué. Et le ministre Nicolas, le ministre des Finances actuel, dans l'esprit de généraliser cette prime en faveur des agents et cadres de toutes les régies, parce que nous en avons 3, dans l'esprit de pouvoir dégager l'absence d'harmonie dans les concepts utilisés, a rapporté l'arrêté de 2019 pour mettre en place une nouvelle équipe qui va réfléchir sur les modalités de répartition de ce qui est prévu à l'article 22 du décret numéro 18/2003 du 2 mars 2003 portant règlement d'administration relatif au personnel de carrière de la Direction générale des impôts. Donc il s'agit d'un souci de généralisation des avantages à tous ceux qui participent à la mobilisation des recettes, ainsi que de clarification de concepts dans l'acte réglementaire du ministre des Finances. Donc il n'y a pas de remous à vouloir créer, simplement parce que le ministre des Finances prend en charge, outre tous les avantages qui sont déjà accordés aux agents et cadres de cette régie, il y a lieu d'harmoniser, d'uniformiser en faveur de toutes les régies qui existent. Et donc pour vous, ce que l'intersyndicale est en train de faire, c'est elle ne connaît pas la procédure ou elle ne connaît pas... C'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Il faut approcher l'autorité de tutelle qui a pris l'acte pour voilà connaître la motivation. L'intersyndicale demande à ce qu'il y ait une rencontre
entre elle ainsi que le cabinet du ministre des Finances est toujours ouvert. Le ministre des Finances reçoit tout le monde et à tout temps. Mais elle veut être reçue officiellement. Mais la procédure existe auprès des protocoles pour pouvoir être reçue. Donc, le ministre des Finances a mis, comme j'ai dit, en mouvement une équipe de réflexion pour mettre en place des termes clairs dans un dispositif clair et non discriminatoire en faveur de toutes les régies et pas seulement une seule régie. Donc, les 72 heures données, ça n'a formellement, aucune raison d'être. Formellement, rien n'est encore arrivé au service courrier du ministère des Finances. Mais vous avez quand même suivi ces revendications. Je n'ai pas l'habitude de lire les réseaux sociaux, mais nous attendons ce qui nous revient par les voies officielles. Donc, je disais encore tout à l'heure, le ministre des Finances est totalement ouvert à toutes les réflexions, à toutes les rencontres, à tous les échanges, susceptibles d'améliorer la mobilisation des recettes, la perception des recettes dues à l'État, ainsi que la redistribution sur le plan national. Voilà, sur le plan national. Alors, on revient à notre économie parce que nous sommes en train de parler des réformes pour des résultats. Et nous savons très bien que notre économie est dépendante du secteur minier. Alors, avec tout ce qui se passe, comment vous avez mis en place, quelle politique mise en place afin qu'on dépende totalement de ce secteur minier? Oui, notre économie est encore dépendante du secteur minier. Et raison pour laquelle, au niveau du ministère des Finances, le ministre des Finances a réfléchi pour mettre en place une politique pour diversifier les sources des recettes. Et donc, il y a plusieurs réformes qui sont entamées. Ils sont d'ordre informatique, ils sont d'ordre normatif et d'autres qui sont d'ordre structurel. Alors, parmi les réformes qui sont entamées, je peux vous les citer. Du point de vue source des recettes, il y a la réforme sur les jets d'argent, des jets de hasard, dont le collègue a parlé. Il y a la réforme sur la collecte de la TVA, par la mise en place de la facture normalisée. Il y a la réforme qui est en cours sur la traçabilité des droits d'assises au niveau de la DGDA. Il y a au niveau de la DGI, la réforme, c'est la déclaration des revenus des personnes physiques, de l'impôt des personnes physiques et des personnes morales. Et au niveau de la DGRAD, il y a la rationalisation des actes générateurs de recettes. Alors, du point de vue informatique, nous avons le lancement des logiciel des recettes de la DGRAD qui est lancé. Et un logiciel est en cours, un logiciel intégré en cours d'implémentation au niveau de la DGI. Et du point de vue, il y a la télédéclaration qui a commencé au niveau de la DGI, mais qu'il faut étendre tous les services. Aujourd'hui, c'est encore au niveau des grandes entreprises, mais ça doit être utilisé par tous les contribuables. Nous avons la réforme sur les contraventions routières qui doivent être mises en place. Voilà tant de réformes qui tout sont... ça, c'est un problème des tracasseries, là, tout ça, des réformes là, sur les contraventions routières. Ça va encore créer beaucoup de remous, tout ça. Au contraire, ce n'est pas des tracasseries. On est en train de résoudre un problème. On est en train de vouloir éviter les tracasseries. On est en train de mettre en place un cadre réglementaire susceptible, comme ça se fait ailleurs. Lorsqu'il y a une contravention routière, vous présentez vos identités. Lorsque l'incrimination est retenue, vous payez à la banque et vous avez un récépissé. Et ce que vous avez payé entre dans le trésor, effectivement. C'est pour éviter ce que nous rencontrons ici dans la ville, donner de l'argent à l'ambote, il y a les casses ou bien, etc. Donc il y a des termes qui s'utilisent ici. Voilà. C'est vraiment pour réglementer, normaliser et vivre comme dans un état nouveau, dans un état moderne, plutôt que dans un état archaïque. Donc tout ça, c'est pour éviter cette dépendance au secteur minier. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de niches fiscales, donc beaucoup de sources de recettes qui sont peu exploitées. C'est vers ces sources-là que nous allons. Si vous connaissez l'histoire du pays,
à l'époque de la GECAMIS contribuait à 70% dans le budget de l'État et on avait délaissé même les autres impôts. C'est maintenant que nous, avec la chute de la GECAMIS, tout ça dans les années 90-92, qu'on a commencé à explorer d'autres pistes. Mais à un moment, le rythme s'est ralenti avec les impôts qu'on avait. Mais avec l'arrivée de l'actuel ministre des Finances, c'est dit nous devons aller vers d'autres sources. Nous les avons identifiées. Et c'est ça que nous travaillons. Prenons le cas de la TVA. Tout le monde sait que nous avons la difficulté aujourd'hui de collecter la TVA, de s'assurer de la sincérité des déclarations de TVA. Parce que le système est encore manuel. C'est comme ça qu'il est en train de mettre en place le système de facture normalisé. Elle n'a pas été supprimée, la TVA? Ou ce n'est pas en voie d'être supprimé? Non, là, vous parlez d'autre chose. C'est-à-dire, dans la politique fiscale, on peut réduire le taux d'un impôt, on peut supprimer un impôt pour un secteur, peut-être c'est ça dont vous parlez. Mais on ne va pas entrer dans ces détails. Nous, ce que nous voulons vous faire comprendre, la TVA existe, les entreprises payent la TVA. Lorsque vous allez faire les courses, dans vos courses, la TVA qui est prélevée, l'État veut se rassurer que la TVA que vous payez soit bien reversée au niveau du Trésor. Raison pour laquelle on va mettre un système de facture normalisée. C'est-à-dire, lorsque vous faites vos courses, je prends l'exemple de commerce, on vous imprime votre ticket de caisse, ce ticket de caisse là soit retracé dans un système qui est au niveau de la DGI. Et que lorsque le contribuable viendra déclarer sa TVA, on compare juste les données. Donc c'est ça. Et tout le monde d'accord, depuis la mise à place de la TVA en 2012, que c'était l'élément manquant au niveau de la TVA pour que la TVA soit optimisée. Et là, nous sommes en train de travailler sur ça. Bien sûr, le ministre des Finances a mis cette politique pour qu'on résolve une fois pour tous ces problèmes passés. Ça fait plus de 10 ans, ça n'a jamais résolu. Les gens parlaient, mais sans apporter une solution claire et nette. Et là, nous sommes vraiment sur la trajectoire pour que ça commence. D'abord avec les grandes entreprises qui vont seulement synchroniser leur système et dans des commerces avec des dispositifs électroniques fiscaux qui seront distribués partout pour retracer le paiement d'une TVA. Parce que vous, les contribuables, nous le payons. Peut-être sans le savoir, nous payons la TVA. Mais la loi demande aux commerçants de les reverser. Et l'État veut se rassurer qu'il reverse la TVA réellement collectée. Voilà. Vous parlez de l'augmentation des recettes, mais jusque-là, au niveau des régies financières, il y a certaines d'entre elles qui accusent des arriérés. Qu'est-ce qui explique ça? Pas seulement des régies financières, il y a aussi la CENI. J'ai suivi le président de la CENI qui parle des 6 mois des paiements. Mais est-ce que c'est juste des chiffres que vous voulez certainement nous faire montrer, mais au niveau de la pratique, c'est autre chose? Vous ferez œuvre utile à vous référer à l'intervention de son Excellence, Monsieur le ministre Nicolas, sur vos plateaux il y a quelques jours. Donc il n'y a pas de débat. Les paiements sont réguliers et vis-à-vis de la CENI. Mais 6 mois déjà. Oui. 6 mois. Le président, son Excellence, Monsieur le ministre, a déjà expliqué cela et c'est de manière beaucoup plus claire. Le président de la CENI a parlé de 6 mois. Dans une des radios. On ne reviendra pas sur ce qui a déjà été expliqué par son Excellence, Monsieur le ministre, sur ces plateaux même, et les procédures qui sont mises en place pour des paiements qui sont effectués en faveur de la CENI. Mais ce qu'il faut être sûr, c'est que la CENI a la logistique nécessaire qui lui arrive, qui est décaissée par l'argenterie de la République, ainsi que les élections s'y tiendront à date, sans management. Voilà. Alors, au niveau des régies financières, au niveau même de la territoriale, c'est-à-dire qu'on a suivi des députés provinciaux aussi, qui continuent aussi à accuser que le ministre des Finances bloquerait donc la paye de leurs émoluments. Oui, ça c'est tel qu'on parle, mais ce qu'il faut noter, que du point de vue de finances, ça c'est de manière générale, les ressources ont toujours été faibles et les dépenses... Parce que dans ces réformes, vous devez tenir compte de tout ça. Voilà, moi ce que je veux vous faire comprendre d'abord, les ressources ont toujours été faibles et les dépenses ont toujours été exagérées. Ça c'est même pour tout le monde. Les dépenses?
exagéré. Effectivement, même pour tout le monde. Oui. Même dans votre foyer. Même nos besoins à nous. Mais vous, en tant qu'État, vous devez prévoir, vous devez nos besoins à nous ne peuvent jamais être couverts par nos ressources. Et c'est la même chose au niveau de l'État. C'est comme ça, on a mis en place le principe de finances publiques veulent qu'il y ait un budget, qu'il y ait un cadre qui fixe la source des ressources et l'affectation des dépenses. Une fois c'est fait, le budget de l'État, ce n'est pas qu'au 1er janvier, on prend les ressources qui ont été votées, on met dans le coffre-fort de la Banque centrale et on dit dépenser. Donc il faut d'abord qu'on collecte les ressources, après on les dépense. Tout en sachant que les ressources sont collectées de manière saisonnière. Il y a des mois, comme on dit, des expressions de phases. On va se maigre, on va se grasse. Ce qui veut dire qu'il faut aussi que les dépenses soient alignées au rythme des recettes. Dès qu'on a compris cela, on peut comprendre que tout le monde a des ambitions d'être payé, d'être servi, mais parfois certaines dépenses, on ne peut pas les programmer à telle période à cause de la saisonnalité des recettes. Mais ce qui est sûr, comme on le dit, le paiement des salaires, c'est une dépense contraignante. Et ça, le gouvernement ne transige pas sur ça. Après, il y a le paiement, vous avez parlé de paiement des députés. Les députés ne sont pas payés par le gouvernement central. Les provinces reçoivent des subventions, sous forme de subventions. Et c'est ces subventions-là qu'eux s'organisent pour qu'ils soient payés. Donc, on peut dire, en ce qui concerne la masse salariale gérée par le pouvoir central, le gouvernement fournit l'effort pour respecter. Parce qu'il y a même certains députés provinciaux qui disent vouloir entrer en contact avec le ministre, mais ils sont bloqués, ils n'arrivent pas. Chaque fois quand ils vont au niveau du ministère, ils sont reçus par des conseillers, alors qu'eux veulent à tout prix voir le ministre. Ouais. Ça, c'est un problème de gestion d'agenda. Ça arrive à tout le monde, problème de gestion d'agenda. C'est que si à ce jour-là, je pense qu'il finit toujours par les recevoir. Si le jour où là, il n'a pas eu le temps, le lendemain, il les reçoit. Mais plus c'est un problème de gestion d'agenda. Mais ce que vous pouvez retenir, c'est que les ressources étant limitées, la gestion de la trésorerie de l'État n'est pas aussi facile qu'on puisse... Voilà, qu'on puisse. Alors, pour terminer, il y a une question très importante, c'est par rapport au taux de dollar. Nous savons que nous avons une économie dollarisée, la République démocratique du Congo, mais pourquoi dans vos réformes, vous n'avez pas pensé à ce qu'on puisse dédollariser notre économie pour éviter ce qui se passe actuellement? Ça, c'est à vous, M. Louison Kizungu, qui sera aussi complété par M. Adolphe. L'option du gouvernement a déjà été levée à plusieurs reprises. L'économie nationale doit être dédollarisée. Mais il ne s'agit pas de décréter au niveau du gouvernement. Il s'agit aussi que toi et moi, qui sommes des citoyens, nous intégrions cela pour que nous utilisions le maximum possible dans nos transactions la monnaie locale, dans nos épargnes la monnaie locale. Mais psychologiquement, si je te regarde dans les yeux, ce n'est pas évident que tu utilises le plus souvent la monnaie locale. Donc il y a une démarche, nous avons une part de responsabilité en tant qu'utilisateurs, en tant que citoyens, à nous mettre dans la tête que nous devons utiliser la monnaie locale, nous devons épargner la monnaie locale et après le gouvernement dresse le cadre. Il y a un effort, donc je t'interpelle, tu es devant moi, j'interpelle tous les compatriotes à privilégier l'utilisation de la monnaie locale, l'épargne en monnaie locale, les échanges en monnaie locale. Cela viendra parce que le gouvernement a déjà tracé le cadre et a levé l'option de la dédollarisation de l'économie nationale. Alors, la dépréciation, aujourd'hui, les taux de dollars, 2019, le taux était à 19, 2020 à 20, 2021 à 21, 2022 à 22 et 2023 à 23. C'est que vous n'arrivez pas certainement à bien stabiliser ce taux. Monsieur Adolphe. Non, mais là, c'est juste une inférence, j'ai lu dans les réseaux sociaux, mais ce n'est pas ça la réalité. C'est pas ça la réalité. Le taux n'a pas progressé tel qu'on... Mais nous sommes en 2023, vous dites que c'est 23 les taux. Oui, ça, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que nous sommes dans un système de taux flottants. Flottant. Les taux flottants, c'est-à-dire, c'est d'abord,
c'est un taux qui est négocié entre vendeurs et acheteurs. Et des transactions ressort un taux moyen qui évolue. Et lorsqu'il y a rareté dans soit de la monnaie nationale, soit de la devise étrangère, lorsqu'il y a rareté, ça peut faire qu'une monnaie bascule vers l'autre. Le plus important dans la matière, c'est qu'on arrive à la stabilité de tous les éléments, des agrégats économiques. C'est le plus important. C'est que le taux peut varier et ça peut être... Mais on peut voir les autres éléments, l'inflation, on peut aussi regarder par exemple la croissance économique. Si ça prend de l'équilibre, le problème ne se pose pas. Maintenant, ce qu'on dit souvent, et c'est que les gens, par exemple, j'ai parlé de l'inflation, c'est-à-dire si le marché des biens augmente, et ce que les gens disent, il faut que ça soit suivi aussi. Les gens disent non, le salaire n'augmente pas. Mais il arrive, il y a des fois, ça est arrivé dans les temps passés, le taux n'a pas augmenté, mais le salaire avait augmenté. Mais cette fois-ci, c'est le contraire. Mais c'est ça, c'est comme ça, ce sont plusieurs facteurs en fait. Le salaire avait augmenté, mais le taux de change était toujours stable. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le plus important, c'est de commencer à continuer à dédollariser l'économie. Dédollariser. Mais ça, c'est d'abord dans la tête. Parce que si vous comme on l'a dit, il y a des transactions, les gens préfèrent toujours la monnaie étrangère. Voilà. Il faut que nous commencions à avoir la préférence dans notre monnaie. Lorsque vous allez faire des courses, vous devez avoir honte de sortir de notre monnaie que notre propre monnaie. Dès que cela entre dans la tête, je pense que c'est... Il faut aussi des mesures contraignantes comme ailleurs. Lorsque vous allez ailleurs, dans d'autres pays africains où on a été, donc vous pouvez avoir votre dollar à main, vous n'allez rien acheter. Parce qu'une fois que vous le faites, il y a des mesures contraignantes. Oui, mais là-bas, parce qu'ils sont déjà passés par ces étapes-là, psychologiquement, les gens ont déjà changé. Après, des mesures suivent. Maintenant, vous en faites pas, le gouvernement prend des mesures. Mais ça, peut-être, ça peut faire l'objet d'une autre émission. D'une émission, ok. Monsieur Luison, c'est fini avec vous. Monsieur, votre dernier mot, et puis on termine. Nous remercions de nous avoir reçus. Je voudrais un peu récapituler sur l'acte réglementaire pris par le ministre des Finances relativement aux modalités pratiques des calculs et de paiement de la prime de contentieux minimum garantie. Il y a des constances. Ce qui est constant, c'est que chaque ministre est responsable de son portefeuille et il agit par voie d'acte réglementaire. Dans le cas qui nous intéresse ici, à la suite d'un arrêté, le précédent arrêté pris en 2019, compte tenu du contexte et de l'évolution, compte tenu de la situation discriminatoire entre les différentes régies, le ministre des Finances actuel a rapporté son arrêté précédent pour permettre de mettre en place une équipe de réflexion pour harmoniser les concepts utilisés d'une part et d'autre part pour généraliser cette prime. Donc il ne s'agit pas d'une action de mauvaise foi, mais il s'agit plutôt d'une volonté d'un traitement égal à offrir à tous les agents et cadres des régies financières, d'une part. D'autre part, c'est un exercice facile pour les juristes. On appelle ça le parallélisme de forme de l'acte contraire. Vous avez pris un acte par voie d'arrêté, vous pouvez le retirer par voie d'arrêté, vous pouvez l'améliorer, modifier et compléter par voie d'arrêté également. Donc ce n'est pas un exercice compliqué. Il va falloir que les agents et cadres des régies en général, et particulièrement de la Direction générale des impôts, prennent leur mal en patience. Le souci est pris en charge par l'autorité et on trouvera donc une solution à cela. Voilà. M. Adolphe, quelques secondes, on termine avec vous. Le budget national tel que voté pour cette année en ressources internes, c'est de 11 milliards de dollars américains. Et nous pouvons l'atteindre. Et je pense que nous devons l'atteindre. Et c'est là qu'on demande l'effort de tout le monde, dans des suggestions, dans des critiques qui puissent soient des critiques qui soient constructives pour permettre à ce que l'État congolais puisse avoir des ressources pour résoudre tous les problèmes dont on a parlé ici. Merci beaucoup. Merci Monsieur Luison Kizungu, Monsieur Adolphe Lumbikila
Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Je pense que vous avez été certainement édifiés par les éclaircissements des experts du ministère des Finances. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.